Je suis très content d'intervenir devant vous pour ouvrir cette séquence autour de la transformation des entreprises à l'heure de l'IA et comment sécuriser sa transformation, le passage à l'échelle et éviter de tomber dans les usines à POC qu'on a tous vues et qu'on a tous connues et dont on essaye tous de sortir. Donc je vais quand même, petit instant auto-promo, me présenter avant, ça fait partie de l'exercice. Martin Meff, je suis directeur au sein du cabinet AI Builders. AI Builders, c'est un cabinet qui a été créé en 2019 et qui est dédié à la stratégie autour de la data et de l'intelligence artificielle. Donc on accompagne vraiment les transformations des entreprises, que ce soit de la définition de leur schéma directeur data IA, comment la data IA va servir leur business, servir leur stratégie, et tout ce qu'il faut pour activer ce schéma directeur, depuis l'accompagnement à la transformation culturelle, le change management, la partie gouvernance et organisation pour se mettre en route pour déployer l'IA, et évidemment le déploiement et la valorisation. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'industrialiser les cas d'usage qu'on identifie. On ne fait que de la stratégie amont, on n'a pas de développeurs, on n'a pas de partenariat avec des entreprises de développement, et c'est très très important pour nous parce que ça nous permet d'être totalement indépendants dans les conseils qu'on fait aux entreprises. On n'a aucun intérêt à pousser à développer l'IA, puisque nous n'avons aucun intérêt financier dans le développement de l'IA. Ce n'est pas nous qui le faisons, on n'a pas d'intérêt là-dedans. Vous allez voir que sur le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt une bonne approche que de se dire l'IA, c'est peut-être pas nécessaire systématiquement. Et il y a quelques cas d'usage qu'on ne devrait pas développer. Personnellement, je porte toute la practice banque assurance de AI Builders. Je suis donc particulièrement content d'intervenir aujourd'hui, puisque c'est un secteur très développé chez AI Builders. On travaille avec AXA, on travaille avec Groupama et ses filiales, on travaille avec le groupe Vive et les différentes entreprises du groupe, on travaille avec la BPCE également, on a travaillé avec la BNP il y a quelques temps, donc on est très présent sur ce secteur. Et je vais essayer de vous partager ce qu'on voit, pas forcément que sur le secteur assurantiel, mais en tout cas ce qu'on constate sur la généralisation de l'IA. Avec un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé depuis les dernières années. Alors vous ne voyez pas le bas des slides, mais c'est chronologique. C'est une étude McKinsey qui est extrêmement intéressante sur le niveau d'adoption des entreprises vis-à-vis de l'IA. Avec les années en bas 2017-2021, à l'époque où l'IA c'était le machine learning, les data scientists, c'était très technique. Tout le monde savait qu'il se passait quelque chose, personne n'y comprenait rien. On avait un déploiement plutôt modeste. Puis on a novembre 2022, ChatGPT, là ça devient n'importe quoi. Tout le monde se met à dire il faut faire de l'IA, il faut faire de l'IA, il faut faire de l'IA. Et on a des énormes programmes pour déployer l'IA un peu partout. On rajoute l'agentic, on a Bank of New York qui nous annonce 40% de gains de performance en plus, toutes les chefs d'entreprise s'emballent. Et on se met à faire plein d'IA pour atteindre fin 2025, 88% des entreprises qui déclarent déployer l'IA dans leur entreprise. À l'origine, il y avait une petite animation sympa pour faire l'effet waouh. Et vous avez le spoiler. On a 88% des entreprises qui déploient de l'IA. On n'a que 7% des projets qui ont été déployés à l'échelle. Quand on voit ça, on se dit que ça coûte beaucoup d'argent. C'est un investissement énorme. La rentabilité, on n'y est pas. Et on se pose la question de est-ce que c'était vraiment une si bonne idée que de s'emballer et de faire de l'IA dans tous les sens. En tout cas, nous, chez AI Builders, ça nous a étonné ce constat, parce qu'on voit quand même beaucoup de cas d'usage qui rapportent de l'argent. On a des entreprises qui arrivent à industrialiser. Et donc, on a mené une enquête auprès d'une cinquantaine de décideurs de la transfo data IA dans les entreprises pour constater les freins. Aujourd'hui, pourquoi vous n'arrivez pas à déployer l'IA? C'est une étude qui est dense, je ne pourrais pas tout vous partager en 20 minutes, déjà que je ne suis pas sûr d'arriver à tenir le timing. Je vais vous partager la synthèse des résultats. Et on a vraiment 4 freins qui ressortent systématiquement et qui sont quasiment cités par toutes les entreprises. Le premier frein, c'est le manque de compétences data IA chez les métiers. Quand les métiers n'ont pas de product owner dédié à l'IA, n'ont pas d'AI steward, n'ont pas d'AI business analyst, l'IA, elle est portée par les data office. Il y a plein de projets techniques, mais les métiers ne se l'approprient pas et ne le déploient pas. Et on a 94% des entreprises qui citent que 100 métiers qui sont dotés de ressources spécialisées en data IA, on n'a pas d'adoption et ça reste un sujet technique. Un grand classique en 2, l'alignement stratégique. L'IA, tout le monde a un avis. Tout le monde veut en parler
Et du coup, on a plein de visions qui partent dans tous les sens, on a plein de cas d'usage et plein de projets, mais personne ne sait ce qu'on veut en faire. C'est quoi la vision stratégique de l'entreprise vis-à-vis de l'IA? Et dans ces cas-là, 90% nous disent on a un portefeuille de cas d'usage qui est totalement décorrélé de la stratégie de l'entreprise. On déploie des usages magnifiques, les métiers sont waouh, c'est incroyable, mais ça ne me sert à rien. Ça, on le retrouve beaucoup. Un sujet un peu plus technique sur le build to run. Quand est-ce qu'on arrête de faire du build autour de l'IA? Parce qu'aujourd'hui, on essaye d'atteindre des performances toujours un peu meilleures, mais on n'atteindra jamais le 100%, ça ne marche pas en IA. On lance un projet, mais 2 mois après, il y a un nouveau modèle, il y a une nouvelle solution, et on se dit « Ouh là là, on va repartir à zéro », et on va recommencer. Et on fait du build, du build, du build et du build. Et surtout, en phase de run, tout le monde a très peur de se dire « Est-ce qu'on est prêt à passer en run? Est-ce qu'on gouverne bien la donnée? Est-ce qu'on maîtrise les dérives des modèles? Est-ce qu'on maîtrise le data drift? Est-ce qu'on maîtrise la compliance vis-à-vis de l'IA Act ?» C'est pas formalisé, c'est pas structuré, et du coup, on a peur de passer à l'échelle. Et le dernier, c'est une gouvernance qui n'est pas adaptée à la maturité des entreprises. Plein d'entreprises qui se disent « je veux une gouvernance fédérée avec des métiers autonomes ». Le problème, c'est que ça demande une forte maturité des métiers pour faire ça. Et souvent, on se retrouve avec des équipes qui ne sont pas du tout adaptées à la taille du projet. Plein de gens qui sont mobilisés, on n'arrive pas à avancer. Donc ça, c'est vraiment des freins qu'on retrouve partout, qui ont été énormément cités. Mais tous les profils ne sont pas les mêmes. On s'est amusé à essayer de différencier les différents types d'entreprises au travers de cette étude sur les freins de la transfo, data et IA. Et on en a décelé 4. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans ces 4-là. Je vous préviens, il n'y a aucun bon profil. Tout le monde a du mal et personne n'y arrive vraiment. On va retrouver le visionnaire sous-équipé. Souvent, on a une direction générale extrêmement mature sur l'IA, qui voit plein de startups, qui voit plein de cas d'usage dans la presse, qui veut y aller, qui lance plein de sujets. Mais ils ont oublié que l'IA, c'est un peu technique comme sujet. Il y a des socles, il faut les déployer. Il y a de la gouvernance, il faut la mettre en place. Et du coup, ils entendent sur LinkedIn qu'on peut déployer un agent en 3 semaines et ils ne comprennent pas pourquoi eux n'y arrivent pas. C'est le visionnaire sous-équipé. À l'inverse, on va avoir le stratège prisonnier. Lui, il a pris conscience de l'enjeu, il a défini une stratégie, il a priorisé ses cas d'usage, il a mis en place ses socles techno et il a dit « j'ai une roadmap sur 4 ans ». L'IA, sur 4 ans, ça ne marche pas. Parce qu'au bout de 6 mois, il y a une innovation et on ne peut pas l'intégrer. On est prisonnier de sa stratégie, on est prisonnier de son modèle et on a des métiers qui sont frustrés parce qu'eux, ils ont Copilot, ChatGPT et ils voient qu'il y a Claude. Ils se disent « pourquoi est-ce que moi, j'ai pas Claude ?» et ils se désengagent de cette transformation. L'innovateur déboussolé, lui, je l'adore. C'est souvent des entreprises avec des profils techniques très, très compétents, des super data scientists, ils font des super cas d'usage. Ils font des super communications LinkedIn, mais ils partent dans tous les sens. Et ils ont énormément de cas d'usage, mais ils n'arrivent pas à capter la valeur, ils n'arrivent pas à prioriser, et du coup, ils n'arrivent pas à concentrer les investissements aux bons endroits. Et ils ont, j'ai vu des portefeuilles de 150, 160, 200 cas d'usage. Il n'y en a aucun qui va au bout parce qu'ils ne se donnent pas les moyens d'aller au bout. Et le dernier, le faux bon élève, lui, il a lu un livre de la transfo IA avec des cases à cocher. Il faut une gouvernance, il faut un programme de formation, il faut un dossier de cadrage des cas d'usage, il faut une évaluation RSE, une évaluation carbone, il faut une évaluation AI Act. Il a tout bien fait. Mais il n'y a pas de vision de où est-ce qu'on veut aller, il n'y a pas de cas d'usage. Le jour où il y aura un cas d'usage, il est prêt. Ça n'a pas de problème, mais il n'y en a pas. Donc ça, on le retrouve aussi énormément sur les entreprises qui veulent cocher toutes les cases, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'il n'y a pas de sponsorship, il n'y a pas une direction générale qui veut engager cette transfo. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous retrouvez sur l'un de ces 4 profils. Je fais beaucoup cette présentation, en général, tout le monde s'y retrouve un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème technique. La techno, elle fonctionne, l'IA, elle fonctionne. Les freins, c'est des freins organisationnels, c'est des freins culturels, c'est des freins stratégiques en termes de vision, qui ne permettent pas d'engager une transfo IA. Et donc je pourrais m'arrêter là, en me disant ça coûte beaucoup d'argent, ça ne marche pas, et personne n'y arrive. Et en plus, je tiendrai le timer. Je vais quand même essayer d'ouvrir pour vous partager quelques convictions sur comment est-ce qu'on peut engager cette transfo data IA et aller chercher ces fameux 40% de gains de performance opérationnelle que tout le monde nous annonce. Et au vu des profils que je vous ai décrits, je pense, et au sein d'Ibullers, on est convaincu, que leur problème, c'est un problème de posture vis-à-vis de cette technologie. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous fait dans la salle, ils optimisent l'existant. On a tous fait des ateliers avec notre processus, ils sont nos points de douleur, ils sont nos bottlenecks.
ah bah là, ça marche pas, on va mettre un petit RAG, ça va être super. Ici, bah, on va mettre un petit assistant pour aider à faire de la génération de mails, mais on s'intègre dans un processus existant. Ça fonctionnait sur les anciennes versions, à l'époque du descriptif, de l'aide à la décision, du machine learning, de tout ce qui était prescriptif et de l'aide à la recommandation. Tout ça, c'est des technos qui peuvent évoluer en parallèle du processus pour nous aider à des moments très précis du process. Par contre, quand on parle d'agentic IA, quand on parle des technos qui font vraiment gagner des gains de performance extraordinaires, là, on parle d'une technologie qui est capable d'automatiser et de séquencer des bouts de processus les uns après les autres et d'avoir une prise de décision autonome en interaction avec les outils et avec le SI. Pour faire ça, il doit suivre un processus qui est cartographié, qui est décrit. C'est son essence pour arriver à fonctionner. À l'époque du ML, c'était la data qui était au cœur du sujet. Quand on parle agentique, c'est le processus qui va être clé pour arriver à activer la valeur. Donc les approches qu'on avait avant, elles sont plus adaptées à l'agentic IA. Maintenant, il faut rentrer dans une analyse de processus de bout en bout, de manière transverse à l'ensemble de l'entreprise, pour aller identifier les gisements de valeur en fonction des processus les plus critiques pour l'entreprise, parce qu'elles servent la stratégie, elles servent le business model, elles servent la valeur, en fonction du potentiel de transformation. Derrière l'agentic IA, il y a plein de petits cas d'usage IA. Est-ce qu'ils sont matures? Est-ce qu'ils seront matures dans 6 mois, dans 1 an? Et évidemment, en fonction du coût-volume, on va aller chercher les ROI. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup depuis 1 an au sein d'iBuilders, de refaire de la cartographie de bout en bout de processus pour aller évaluer le potentiel de transformation. Et en général, même systématiquement, on est consultant, donc on fait des matrices, ça c'est normal. On se retrouve avec 4 types de processus. On a les processus obsolètes. Ils ont été faits il y a 15 ans. Ils ne sont pas du tout adaptés aux nouvelles technologies. Mais il y a un potentiel de transformation énorme avec l'agentic, un potentiel de valeur énorme. Ça, c'est des processus qu'il faut réinventer. Il faut les réécrire de bout en bout. Pas forcément pour aller activer la valeur, mais parce que les newcomers, les néo-assurances, les banques digitales, elles vont venir avec des processus qui sont agentic by design. Ils vont créer un avantage compétitif majeur sur le secteur. Si les entreprises traditionnelles ne se réinventent pas, ils n'arriveront pas à tenir la concurrence. Donc là, c'est vraiment la réécriture du processus de bout en bout. On en a d'autres. Les processus, ils sont bien. Ils fonctionnent. Ils sont adaptés aujourd'hui. Mais il y a plein de cas d'usage qu'on peut aller ajouter pour augmenter ce processus et activer la valeur de l'IA. Ici, l'approche un peu plus traditionnelle d'automatiser des bouts du processus fonctionne et on peut garder cette approche. Et on a les processus où il n'y a pas beaucoup de valeur. Et on se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. On va avoir des processus où il n'y a pas forcément beaucoup de valeur. Par contre, il y a beaucoup d'usage de l'IA, où en fait, on gagne un peu de temps à automatiser une tâche, mais on en perd à faire du prompt, à vérifier l'IA, et au fond, on ne gagne pas énormément de temps. On a tendance à se dire qu'il ne faut pas y aller sur celui-ci. Le risque, c'est que là, c'est vraiment l'usine à shadow IA. Si vous n'adressez pas ces processus, les métiers, ils ne vont pas vous attendre. Ils vont déployer leurs petits agents sur ChatGPT. Ils vont développer leurs petites solutions avec des outils pas gouvernés, pas intégrés à l'écosystème, pas sécurisés. Et donc là, on est un peu obligé quand même d'aller surveiller ce type de processus et répondre à quelques besoins métiers. Et le dernier, là, il n'y a pas beaucoup de valeur, il n'y a pas beaucoup d'usage. Est-ce qu'on l'abandonne? Peut-être. Le risque, c'est d'avoir une entreprise à 2 vitesses. Parce qu'on va avoir des métiers qui utilisent de l'IA, sont adressés via la transfo IA, et d'autres qui vont être un peu abandonnés, laissés pour compte. Et il y a un vrai risque d'avoir des métiers qui ne sont pas du tout dans la transformation de l'entreprise. Et le jour où il y aura des cas d'usage chez eux, ils seront en retard. Donc en général, ces processus sont faits de l'assistance. On déploie des choses très simples, qui ne coûtent pas cher, pour arriver à les adresser. Donc ça, c'est la théorie, conseil, où on fait des belles matrices et des belles slides. Ça fonctionne dans la réalité. Je voulais vous partager un petit retour d'expérience chez un assureur, où on a fait l'analyse d'une 50aine, dans mon souvenir, de processus de l'assurance pour identifier la valeur et le potentiel de transformation. Ce qui nous a donné cette magnifique courbe. Et je pense qu'on n'a pas besoin de Claude pour l'analyser. Le constat est assez évident. La valeur de l'IA, elle est vraiment concentrée sur quelques processus à réinventer à très 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 forte valeur ajoutée.
Et à l'inverse, on a tout ce qu'on appelle la long tail de cette courbe, avec une multitude d'usages de l'IA, peut-être une infinité, mais qui ont très peu de valeur. Et quand on veut développer quelque chose, il y a toujours un coût minimum de build qu'il faut anticiper, parce qu'on ne serait-ce que pour faire du cadrage, pour déployer des petites solutions, ça coûte un peu, ça coûte un peu d'argent. Et du coup, tous ces cas d'usage, ils sont à ROI négatif. Le MIT avait annoncé 95% des cas d'usage n'auront pas de ROI. Dans cette étude-là, dans mon souvenir, c'était 60%. Le chiffre n'est pas le même, le constat reste bon. Tous ces cas d'usage, c'est là où on va perdre de l'argent. Se pose la question de qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on a envie de se concentrer ici et de réinventer nos processus de bout en bout. Pas forcément. On peut avoir une stratégie très très orientée long tail. On se dit, tous ces cas d'usage, ils ont très très peu de valeur individuellement, mais si j'arrive à tous les déployer, cumulativement, ça va me faire beaucoup d'argent. Et ça, c'est des approches que beaucoup d'entreprises déploient aujourd'hui, qu'on va appeler le self-AI. C'est comment est-ce que je peux autonomiser mes métiers à l'usage de plateformes IA, au déploiement de solutions IA, sans avoir de coûts de build, sans avoir des développeurs, des data scientists, des PO qui me coûtent beaucoup d'argent. Je vais leur donner les moyens de faire eux-mêmes de l'IA. Et donc là, il y a énormément d'entreprises qui peuvent y aller. Il y a plein de solutions aujourd'hui d'IA, no-code, low-code, qui permettent à tous les métiers de déployer leurs propres solutions IA, de déployer des petits agents qui vont être utilisés par 3-4 personnes, tout en restant dans un écosystème qui est gouverné et qui est sécurisé. On a publié hier une nouvelle version de l'AI Decision Matrix d'AI Builder sur les plateformes no-code et low-code. N'hésitez pas à aller la voir. Deuxième coup d'autopromo. Mais on en a plein. On va avoir des Copilot Studio, on va avoir des Prism AI. Pour les plus techniques, on peut aller sur du N8N. Toutes ces plateformes, elles permettent d'engager cette transformation. Bouygues, ils ont annoncé avoir déployé plus de 800 agents en quelques semaines. Cumulativement, individuellement, ces agents, ils ne rapportent pas beaucoup d'argent. Quand il y en a 800, on commence à aller chercher de la performance opérationnelle. Et derrière, on engage une transformation, mais culturelle de l'entreprise. On n'est pas sur une transformation technologique. Il faut apprendre aux collaborateurs. C'est New Way of Working. Comment je travaille de l'IA, comment je déploie ces solutions. Évidemment, il y a les programmes de formation par vertical métier, mais aujourd'hui, pour beaucoup, c'est les réseaux d'ambassadeurs. La Maïf, en début d'année, a nommé des ambassadeurs dans chaque direction métier qui ont pour but d'acculturer, de créer des relais au sein de l'entreprise pour engager cette transformation à l'échelle via une approche self-AI pour que tout le monde se l'attribue. Et on a évidemment, en opposition à ça, la stratégie Fathead. Je ne suis pas convaincu du nom, je n'ai pas trouvé mieux. Mais il faut aller chercher ces cas d'usage à très forte valeur malgré tout. On ne va pas les abandonner. Et là, l'enjeu, il est de réinventer son processus de bout en bout. Le métier qui émerge au cœur de cette démarche, c'est l'AI Process Designer. Un genre de super business analyst, mais qui, lui, va devoir revoir le processus de bout en bout. L'enjeu, c'est la transversalité. On approche l'ensemble des métiers et des directions qui sont impliqués dans le processus pour avoir une vision exhaustive, et on va le réinventer avec une approche agentic first. On repense son processus pas selon la manière dont on a l'habitude de le faire, mais selon ce que l'agentique est capable de nous apporter dans ce processus. On identifie l'ensemble des cas d'usage IA, comment on peut les orchestrer, avec quelles règles, et comment est-ce qu'on les met en place dans un écosystème où on va pouvoir intégrer l'évolutivité de ces processus. On compartimente chaque petit bout du processus, on va les apaiser sous la forme de sous-process qui sont capables d'être en plug and play pour changer les solutions, changer les modèles, changer les solutions qu'on veut mettre en place pour avoir quelque chose qui est souple et qui s'adapte. Là, on rentre dans des programmes de transfo qui sont longues, mais qui se mettent en place. Le Club Med a nommé des process designers sur ces processus les plus critiques pour accompagner cette transformation. Et c'est là où on va aller chercher ces gains astronomiques de 40% de performance opérationnelle. Dans le secteur assurantiel, il y a une star, il ne faut pas se le cacher, Alan, qui sont assez extraordinaires. Ils ont voulu déployer l'IA pour le service client. Ils avaient une approche à l'ancienne, avec
le processus en place, on y met de l'IA avec un RAG qui va être capable d'automatiser les demandes clients. Ça a fonctionné en POC, ils avaient des super résultats sur 5% du flux. Quand ils sont passés à l'échelle, catastrophique. Parce que ça ne fonctionnait pas comme ça. L'IA ne fonctionne pas de la même manière que les humains. Donc, ils ont revu leur processus et ils l'ont compartimenté avec un agent orchestrateur en amont qui va router la demande vers le type de questions clients. Sur chaque sous-famille de questions clients, il y a un agent qui va être en capacité de répondre à la question du client. Et derrière chaque agent, il y a un superviseur humain, anciennement un conseiller relations clients, qui maintenant est en charge de superviser les modèles d'IA, piloter les taux de performance, piloter les bases de connaissances et s'assurer qu'on réponde bien à l'ensemble des questions. Et c'est là où ils ont annoncé 40% d'automatisation. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de ce type d'annonce, mais c'est crédible chez Alan, puisqu'ils ont réussi à faire 36% de croissance à ISO effectif. Donc le 40% d'automatisation est probablement très très crédible. J'ai pas tant dépassé que ça, contrairement à ce que je pensais, mais je m'arrêterai là sur aujourd'hui comment les entreprises engagent leur transformation à l'échelle de l'IA. On est vraiment sur une revue de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, processus par processus, pour aller identifier où est-ce qu'on veut agir. Et selon les process, selon le type d'action de l'IA, on va prioriser et identifier les bons leviers pour activer la valeur de l'IA. Puisque si on se trompe d'approche, on peut engager les fameuses usines à POC ou investir beaucoup d'argent avec 7% d'industrialisation, ce qui fera plaisir aux actionnaires de toutes vos entreprises. Je m'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions.